Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième numéro du Point d'Orge en compagnie de Maniaco Shonen. Et oui, toujours, salut à tous. Donc voilà, deuxième épisode du Point d'Orge avec donc consacré à Beastars déjà. Oui. La saison 2 de Beastars qui s'est terminée très récemment. Et donc on va en parler, on va dire notre ressenti, on va l'analyser assez en détail, la vidéo sera sans doute assez longue. On va essayer de se limiter quand même, parce que sinon ça va faire des heures et des heures. Oui, non, mais quand même en essayant de détailler quand même pas mal. Voilà, mais en tout cas, donc on n'oublie pas le concept, on a une nouvelle bière aujourd'hui. Et oui. Le dernier épisode c'était avec une mort subite très classique, maintenant on augmente en gamme, on augmente la pression. C'est une vieux Lille rouge, donc bière obligatoirement trouvable dans le nord de la France. Hein, oui, comme son nom l'indique. Mais on va la déguster tout au long de la vidéo, j'espère. Installez-vous bien tranquillement avec une bière, peut-être pas la vieux Lille, mais n'importe laquelle, ça fera l'affaire. Alors du coup, on se sentait bien obligé de parler de Beastars saison 2, puisque, rapidement, on va parler de notre ressenti sur la saison 1 très très rapidement, en quelques mots, histoire de repositionner notre ressenti global sur la saison 1 qui nous avait marqué déjà tous les deux. Je te laisse commencer. Alors déjà, il faut préciser qu'on a tous les deux pas lu le manga. Oui. Donc pour nous, Beastars, on l'a découvert en animé. La saison 1 était une très bonne surprise. Enfin, j'en avais entendu beaucoup de bien de Beastars, et la saison 1 a bien confirmé ce qu'on m'en avait dit. Alors déjà... on va parler du style qu'a la série et tout ça, mais j'ai trouvé que ça posait déjà bien les bases de la série, de l'univers, et la saison 2 va venir encore plus développer tout ça, et franchement, moi j'étais agréablement surpris de la saison 1, une 3D bien réussie, franchement, c'était pour moi un des meilleurs animés de sa saison. Pour ce qui est de mon ressenti, c'est globalement la même chose que toi. Hein. J'avais trouvé déjà l'opening très surprenant. C'est le premier contact, c'était l'opening déjà. Animation volume, c'est assez rare pour le souligner. Et puis l'animé m'avait bien plu. Un côté romantique qui me laissait un peu de marbre quelquefois. Non, moi je reconnaissais que c'était techniquement très bien fait. Et puis au-delà de ça, un univers qui demandait à être développé, qui était déjà bien ancré, mais voilà, il y avait un bon potentiel pour ancrer vraiment cet univers dans une réalité palpable, et dans un quotidien dans lequel on peut croire dans l'évolution de ces personnages, et justement, on va en parler, mais c'est typiquement ce que fait la saison 2. Et donc, moi, voilà, ça m'avait beaucoup plu, les personnages étaient très agréables à suivre, je trouve, tous très différents et assez bien développés. Pour une saison 1 en tout cas. Donc voilà, j'avais hâte, et toi aussi j'imagine, de voir cette saison 2. Honnêtement, ça m'a limite donné envie de lire le manga cette fois, moi carrément. De continuer, c'est même pas limite, tellement ça nous a plu. Alors, la vidéo va être divisée en 9 points. Donc on aura, dans un premier temps, le ressenti général, donc qu'est-ce qu'on pense de la saison, globalement. Ensuite, on va parler des thèmes, des idées, des messages abordés par cette saison 2, qui sont bien différents de la saison 1. Ensuite, on va parler de la narration et du rythme. Après, on abordera les personnages et leur développement. Ensuite, la direction artistique, l'animation, la mise en scène. Au niveau du son, tout ce qui est l'opening, des OST, etc. Et du plaisir qu'on a pris devant cette saison en général. Voilà, alors pour ce qui est du ressenti général, je laisse Maniaco commencer. Et je vais essayer de pas trop me répéter par rapport à la saison 1, mais... exactement pareil finalement. La saison 2, du coup j'avais déjà vu la saison 1, donc forcément je savais un peu plus à quoi m'attendre, mais donc j'étais pas finalement agréablement surpris, parce que je savais que ça allait être bien, et j'ai pas été déçu, on peut dire, parce que c'était très cool. J'aime d'ailleurs plus la saison 2 que la saison 1, parce que l'histoire prend vraiment un tournant très important, et que j'ai beaucoup aimé. Et puis pareil, en fait, ça développe tout ce qui était déjà entamé dans la saison 1, et encore une fois c'était irréprochable sur beaucoup de points, donc franchement un des meilleurs animés de cette saison, encore une fois finalement. Voilà, pour appuyer ce que tu dis au niveau du changement de direction, pour moi c'est un changement de ton aussi. Oui, voilà. Le changement de ton très important, on est là dans un récit beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre, qui met les personnages face à leurs responsabilités. On parlera de tout ça dans les personnages, mais moi j'ai énormément apprécié cette saison, c'était sans doute le rendez-vous hebdomadaire le plus plaisant. Et il faut le faire quand même, puisque on regarde aussi concomitamment Osomatsu-san et plusieurs autres très bons animés. Mais du coup, voilà, changement de ton, changement un petit peu aussi dans le rythme, on en reparlera. Mais toi aussi, je pense que ce qui t'a plu, et ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est beaucoup moins axé sur la
sur la romance, globalement. C'est beaucoup moins guimauve, même si c'était quand même assez subtil dans la saison 1, il y a quand même des bons dilemmes, etc. Mais bon, moi, ce côté romance, du coup, qui a été un petit peu évincé dans cette saison, ça m'a bien plu, au final, et ça a permis de énormément développer les personnages, énorme point fort de la saison 2. Et donc, justement, sans transition, on va rentrer dans les thèmes, les messages et les idées abordées par cette saison 2, qui sont bien différentes de celles de la saison 1. Alors, si tu veux bien, je vais commencer par lancer une piste. Déjà, je pense que ça n'a échappé à personne, il y a tout ce jeu autour de la tentation, du désir, et donc de la répression de la peur de l'autre versant animalier pour justement les carnivores. Et donc il y a aussi toute cette idée de la cohabitation entre les deux, dans un monde au final qui n'épargne personne. Et donc, est-ce que les herbivores vont réussir à cohabiter avec les carnivores ? On parlera aussi de l'écho un petit peu, actuel qu'il y a autour de cette thématique-là, puisque forcément tout le monde a remarqué que c'était aussi, lorsqu'on extrapole un rapport entre homme-femme, globalement, c'est ça aussi, rapport homme-femme. Donc voilà, toute cette idée autour du désir, de la cohabitation, des désirs qu'il faut réprimer. Avec les gauchis, on voit les gauchis qui... Oui, d'ailleurs, on rappelle, ça va être spoil. Désolé, ça va être full spoil. Mais j'imagine que si vous êtes là, vous avez déjà vu Beastars. Puis la saison dure 12 épisodes, et comme on vous a dit, c'est très très bien, donc franchement, même si vous l'avez pas vu, vous connaissez notre avis maintenant, donc vous allez la regarder, vous regarderez la vidéo après, mais franchement, vous serez pas déçus. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, quand... C'est peut-être un petit peu capillotracté, même si je ne pense pas du tout me dire que cette saison est une sorte de métaphore des rapports hommes-femmes. Ce qui me plaît énormément, donc le désir de protection, mais en même temps ce désir beaucoup plus animal, beaucoup plus bestial, beaucoup plus carnassier autour de la femelle, de la femme et donc de l'herbivore, par définition. On voit qu'il y a tout un travail autour de la répression des désirs, comme je l'ai dit, les gauchis donc qui essaient de réprimer son envie de manger de la viande et qui essaie du coup de devenir plus fort sans avoir recours à cette méthode. On voit qu'à la fin du coup c'est un petit peu il y a un petit changement de paradigme par rapport à ça. Mais du coup je sais pas si toi t'en as pensé de toute cette dichotomie entre le désir et le plaisir qu'on a à défendre autrui. Je sais pas ce que t'en as pensé. Déjà j'ai trouvé ça très intéressant que on peut dire que dès la saison 1, finalement, c'était déjà très présent, parce que la première scène de Beastars, ça commence avec un certain carnivore qui dévore un mouton. Tu vas le dire. Oui, je pars du principe que vous le savez, mais bon, voilà, ça veut dire ça commence, parce qu'on sait pas qui c'est à ce moment-là, donc ça commence par là. Et après, dès l'épisode 1, on a cette scène iconique où les gauchis sautent sur Haru, et l'encercle. Voilà. Et c'est pas c'est ça, c'est subtil en fait. Et oui, voilà, déjà ça veut dire ça représente pas mal de choses, et donc à ce moment-là, justement, il réprime finalement son instinct de carnivore. Donc c'était déjà pas mal présent dans la saison 1, mais là, franchement, vu qu'on développe particulièrement toute l'intrigue qui concerne le meurtrier de Thème, et forcément, là on est vraiment en plein dedans, et c'est ce que je pourrais dire sur pas mal de points par rapport à la saison 2, c'est que donc ça développe encore plus loin que la saison 1, et pour ça je trouvais que, ça reprend du coup pas mal de mises en scène qui sont du coup déjà dans le manga, mais ça fait un gros travail pour représenter tout ça à l'image. Et franchement, et puis bon, c'est clairement le thème central, j'ai envie de dire, de cette saison, notamment avec toute la partie de l'entraînement de Legoshi. Et donc franchement, j'ai trouvé, encore une fois, que c'était très réussi, et c'est un des points que dont j'attendais le développement dans cette saison 2, et franchement, encore une fois, j'ai pas été déçu, clairement. Voilà, c'est vrai que tous, c'est très explicite, il y a vraiment, il faut vraiment être aveugle pour pas le voir, qu'il y a tout ce jeu qui est beaucoup développé, notamment autour d'ailleurs d'un effet visuel assez intéressant qui revient plusieurs fois dans la saison, une sorte d'aura de convoitise qu'il y a autour de la viande, qu'il y a autour de la viande et que Legoshi doit regarder sans la manger, et celle que du coup Louis doit lui se forcer à manger. Encore une fois, tout ce paradigme inversé entre les deux personnages qui sont totalement opposés dans la saison mais qui à la fin se rejoignent, on va en reparler dans les personnages, mais globalement voilà, tout est concomitant avec cette idée. Il n'y a pas à dire, ça c'est clairement présent. Maintenant, deuxième thème, deuxième message que j'ai relevé, c'est aussi tout ce qui est attrait au cumul de responsabilités des personnages. On voit qu'il y a vraiment une dissension importante entre
les personnages avec de fortes responsabilités comme Legoshi ou Louis et les autres personnages de la saison 2, donc de l'école, hein, qui eux mènent une vie paisible. Bon, on va plus développer ça dans les personnages, mais globalement il y a tout ce cumul de responsabilités qui peut être une métaphore du passage à l'âge adulte en fait, hein, globalement. Là où certains personnages vont continuer à mener une vie paisible et tranquille, d'autres vont la passer à du coup se combattre eux-mêmes et combattre les autres pour permettre à d'autres de mener cette vie justement tranquille. Oui, bien sûr, c'est très visible, notamment avec le fait je sais plus quel épisode précisément, mais on a un moment où Legoshi décide de quitter l'école pour prendre clairement ses responsabilités et s'entraîner pour atteindre son objectif. Et donc là, clairement, avec ce choix, au final, il y retournera assez tôt, mais avec ce choix, on montre clairement une volonté nette de prendre sa vie en main et d'enfin réaliser ce qu'il voulait faire. Et par contre, à côté de ça, je trouve que même avec les personnages donc, qui vivent leur vie tranquillement à l'école, ils gardent quand même si ça reste moins explicite, eux continuent finalement à vivre comme d'habitude, mais ils gardent quand même toujours ses responsabilités, et notamment, surtout le paradigme entre carnivore et herbivore. On peut voir avec certains personnages sur lequel la caméra se pose, alors qu'ils sont pas importants à l'intrigue, mais encore une fois ça développe un univers, et on peut voir du coup avec ça que finalement tout le monde est touché dans ce microcosme par cette problématique justement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Bon, encore une fois, ça sera beaucoup dans personnage, parce qu'il y a tellement... Ouais. Désolé, la partie personnage sera hyper longue. Beastars, pour moi, c'est le point positif principal pour moi avec Beastars, c'est les personnages. Le développement des personnages, vraiment incroyable. Alors, dernière idée relevée, parce qu'elle n'est pas anodine, évidemment, au-delà du coup de l'aspect homme-femme, il y a aussi tout ce qui a l'attrait au végétalisme, oui. Au véganisme peut-être même, le fait que il y a tout ce thème, ces messages autour de l'absence de nourriture autour de la viande, quoi. C'est ça, c'est clair et net. Legoshi se prive d'en manger. Riz du coup aussi lui se questionne sur sa nature, et donc il y a cette réponse qui est apportée, et je pense qui peut paraître consensuelle, mais je pense qu'elle est surtout très 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 philosophique et bien allégorique, qui est donc celle de mythe là, le papillon la larve qui aurait pu devenir voilà, c'est celle qui mange déjà cette larve, c'est Legoshi. Ouais, c'est Legoshi qui mange la larve, et donc il y a cette apparition cette projection adulte de cet animal qui lui dit: ce qui compte, c'est le respect pour la vie. Voilà. Que tu manges de la viande ou que tu n'en manges pas, ce qui compte, c'est que tu sois conscient de la chance que tu as d'en manger, et ou d'avoir du respect pour ce que tu viens de manger. Okay, donc ça, pour moi, c'était une réponse ultra importante pour moi dans la saison, même si on peut dire que cet enjeu était secondaire, mais le fait que l'animé prenne ses responsabilités aussi et se mouille notamment sur cette question qui est assez sensible, je trouve que c'était vraiment très appréciable. Et encore une fois, ça ancre Beastars ça la dresse dans un panthéon d'œuvres qui prend ses responsabilités, qui a pas peur de répondre clairement aux enjeux qu'elle pose. C'est sûr. Et voilà, et qui donne des réponses claires et nettes en fait. Je sais pas ce que t'en penses. La scène était très intéressante, j'ai vraiment trouvé. Et c'est un des exemples parmi tant d'autres, mais je trouve qu'avec cette scène, on comprend que Beastars, ça va plus loin que beaucoup d'œuvres actuelles, et que ça creuse son sujet vraiment avec profondeur. Et donc, franchement, quand j'ai vu cette scène, donc encore une fois, j'ai pas lu le manga, mais quand j'ai vu cette scène, je me suis dit que c'était un développement très intéressant et finalement assez logique sur le devenir de Legoshi et sur toute sa quête de trouver sa place en tant que carnivore dans cette société, et un moyen de défendre sans oui, exactement, avoir recours à ces avec toute la problématique de est-ce que ne pas manger de la viande va être finalement une solution viable pour lui, et finalement qu'est-ce que c'est que de manger de la viande. Donc non, franchement, encore une fois, un thème qui a été très bien développé.
Voilà, donc c'est ce qu'on a relevé globalement pour les thèmes. Donc on comprend globalement la saison s'axe autour des dichotomies, qu'elles soient autour de la morale, autour des objectifs, autour, enfin beaucoup de parallélismes très intéressants et très symboliques, hein, entre notamment Legoshi et Louis. Donc voilà. Et également entre Legoshi et Riz. Et Riz, oui. Il y a beaucoup de parallèles. Ouais, voilà, on est dans la dichotomie pure. Et donc c'est extrêmement intéressant. J'ai trouvé cette saison très très fournie en thématique. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Passons maintenant directement à la narration et au rythme de la saison. Alors, qu'as-tu pensé du rythme entretenu par cette saison 2 ? Alors, je l'ai trouvé assez intéressant. Il s'y passe beaucoup de choses finalement. Au final, ça, tout l'arc, on va dire, du tueur de thème qui est adapté, qui se finit donc sur le combat finalement qu'on attendait tous. Et donc franchement, je trouve que c'était vraiment, finalement comme la saison 1, assez bien fait, parce que on a le temps de se poser pour certaines scènes où il faut se poser, et où justement il faut pas aller trop vite, et à côté de ça, les scènes d'action, on en reparlera avec l'animation qui a son effet bien sûr là-dedans, mais les scènes d'action étaient vraiment bien rythmées. Franchement, on n'est jamais, je trouve, perdu dans Beastars. Je trouve le rythme très bien géré. Et on est toujours dedans finalement, et c'est le principal d'une certaine façon. C'est vrai que c'est très fluide. Voilà. On s'ennuie jamais. C'est très plaisant du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de longueur. Personnellement, j'ai pas vu de longueur dans la saison. Et même les moments qui peuvent paraître anodins ont leur importance, justement. Mais franchement, moi, au niveau du rythme, au niveau de la narration, j'ai relevé aucun problème. Et moi, je suis très pointilleux au niveau de la narration et du rythme. J'ai beaucoup de mal avec les animés qui prennent trop leur temps. Ça m'ennuie véritablement. Et comme un animé comme Beastars, au final, pourrait prendre son temps, pourrait traîner en longueur, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est un school life globalement, hein, si on résume. Même si, comme on l'a dit, ça s'en éloigne quand même pas mal avec cette saison-là. Oui, ça voilà. prend justement une direction bien différente de la saison 1. Voilà, mais comme on est quand même dans un milieu scolaire, avec des élèves, avec des relations, avec des amourettes, etc., ça pourrait être un petit peu long parfois, mais en fait pas du tout. Et on se rend compte que ce qui est bien, c'est que c'est très satisfaisant dans le rythme. On a ce qu'on veut, on a ce qu'on attend dans chaque épisode, tu vois. Le fait que moi je voulais que justement l'enchaînement de la découverte de Riz, le tueur, l'entraînement de Legoshi et le combat se fasse relativement rapidement, et c'est ce qui a été fait en fait, tu vois. Et même ce rythme-là était pas mal intéressant, parce que bon, c'est une qualité, enfin c'est quelque chose qui est dans le manga, bien sûr, comme beaucoup de points sur lesquels on a et on va parler, mais rien que finalement la découverte de l'identité du tueur, elle se fait finalement de manière assez anodine, c'est-à-dire que la scène se joue, en fait on a pas l'impression qu'on va découvrir quelque chose d'aussi important, c'est-à-dire que la scène se joue, Legoshi cherche, et d'un seul coup il fait en fait c'est toi, ah oui t'as trouvé, et c'est vraiment, et à ce moment-là, en tant que spectateur, on n'est pas sûr de comprendre, parce que c'est vraiment très rapide, donc ça retranscrit bien les faits finalement qu'avait déjà le manga, et ça je trouve que c'est encore une fois très réussi. Non, c'est ça que tu te dis, à ce moment-là tu te dis, attends, mais c'est vraiment lui, ouais. Il fait une blague, tu sais, c'est... c'est très anticlimatique d'un seul coup, on se dit, il aurait pu avoir un build-up de fou, non, mais et en fait c'est lui, et là, c'est lui en fait, c'est ce personnage-là, alors que c'est un moment ultra important et ultra intéressant, ultra cool, moi j'ai trouvé. Mais justement, je trouve que ça prend encore ses responsabilités, ça s'écarte encore une fois voilà, c'est ça, du build-up que tu aurais pu avoir, et puis du climax, ça aurait pu limiter tout ça à une fin de saison, pour lui, mais en manque d'inspiration. Non. Et là, c'est vrai que ça arrive en plein milieu d'un épisode, ok, tant mieux, du coup on peut avancer dans l'intrigue, moi ça me satisfait pas parfaitement. Donc voilà, le rythme parfait, je trouve, vraiment, rien à dire. Hein. Pareil. Maintenant, passons au personnage. Alors là, il y a des choses à dire. C'est pour ça, il faut un peu élaguer au niveau du rythme et tout, parce que là pour les personnages, mon dieu. Quel travail sur les développements des personnages. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un animé réaliser un aussi bon travail sur les personnages. Alors... écoute, je te lance dans la piscine. Je te laisse très bien, je saute dans la piscine. Alors, déjà, j'aimerais rappeler que Beastars, donc c'est 2 saisons de 12 épisodes, et quand même en 12 épisodes, arriver à développer à ce point autant de personnages aussi bien, je trouve que c'est presque rare c'est dommage finalement de se dire ça, mais rare de voir ça, parce que dans certains animés de 24 épisodes par exemple, j'ai même pas l'impression de connaître les personnages aussi bien que là, ou alors peut-être les personnages principaux, les héros. Ouais, ou même des animés de 75 épisodes. Oui, non, c'est vrai, totalement. Je sais pas. Alors que là, déjà, la saison 1 c'était aussi un des points forts de la saison 1, où on commençait à développer pas mal de personnages, donc
les principaux, mais pas que. C'est-à-dire que c'est assez intéressant de se dire que rien qu'en ayant vu juste la saison 1, alors la saison 2 encore plus, mais que on arrive à citer beaucoup de personnages tout en arrivant à dire ne serait-ce que 2-3 points de leur personnalité, comme rien qu'avec la saison 1 commence. Jack, il est cool. Oui, mais j'ai oublié le nom du tigre, par exemple. Ah, putain, il a un nom très très court en plus. Oui, il a un nom très court. Là, je t'avoue que je l'ai pas tout de suite, mais attends, je vais regarder, continue ton... Oui, et donc par exemple, ce personnage-là, même lui, qui est clairement pas un personnage principal, même s'il a des scènes très importantes dans la saison 1. C'est Bill. C'est Bill, exactement. Il est aussi développé pas mal au début de la saison 1, et je veux dire, rien que ce personnage-là, je connais ses personnalités, je sais comment il fonctionne, alors qu'il est clairement pas nécessaire à l'intrigue. C'est pareil, dans la saison 1, on a ça, notamment, même si c'est plus pour une blague, avec le personnage de la poule, je sais plus son nom. Mais voilà, ou toujours dans ces personnages qu'on pourrait qualifier de tertiaires, on a aussi pareil des scènes avec dans cette saison une guépard, ouais. de mémoire, et qui pareil vit une amitié avec une herbivore, et qui elle-même se questionne sur du coup est-ce que c'est vraiment possible, parce qu'en même temps il y a le regard des autres et tout ça, et donc, un animé déjà qui développe ses personnages même les plus tertiaires, mais c'est pas trop, je veux dire, parce qu'il pourrait essayer de donner une backstory maladroitement à chaque personnage pour essayer de se donner une image d'animé qui développe ses personnages, mais ce serait juste, ce serait pas en profondeur finalement, alors que là, on nous en donne juste assez pour véritablement arriver à comprendre comment fonctionnent les personnages, leurs problématiques personnelles, et rien que ça, je trouve ça incroyable. C'est vrai, t'as totalement raison, je vais partir dans mon monologue là. Mais globalement, donc comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'avais pas vu un animé aussi bien réussi au niveau de ces personnages. Quant à leur introduction, pareil pour Pina, tu vois, qui est très bien introduit, et donc globalement il y a aussi l'introduction par exemple, tu sais, du serpent au début là, du gardien d'école. Oui. Donc ça, j'ai bien aimé cette dimension un peu mythologique, tu sais, ça introduit un peu de mysticisme dans l'école, c'est sympa, il y a des petites légendes urbaines, des petits trucs comme ça, un petit côté Anakokun, tu vois, j'aime bien, j'ai bien aimé, je trouve ça c'était sympathique. Le personnage un peu invisible, qui se balade comme ça, qui est au courant d'un peu tout, omniscient. Ah oui, dans sa mise en scène, c'était très cool. Ça démarrait bien la saison déjà. Voilà, ça mettait dans l'ambiance. Voilà, ça met bien dans l'ambiance. J'avais beaucoup aimé. Donc après, au niveau de... En fait, ce qui est incroyable, c'est les interactions au niveau des personnages aussi. Comme t'as dit, les passages anodins, faussement anodins, entre, par exemple, la guépard et ce mouton, enfin, je sais plus, c'est un alpaga, je crois. Oui, qui font une séance de shopping, mais qui, en fait, te permet de t'ancrer véritablement dans un univers probant. T'as l'impression que ces animaux vivent là, et qui ont un quotidien palpable en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et j'ai un autre exemple qui me vient en tête là comme ça, c'est cette espèce de tapir qui se fait arracher le bras par un autre élève du club de Yen, là, du club de théâtre. Rien que ça, par exemple, pour vous dire, là quand je parle des personnages, je connais même pas leur nom, je dis juste que c'est tel type d'animal, mais pourtant, rien que eux, je trouve qu'ils ont un développement qui, sans trop en faire, reste compréhensible, et qui développe encore ce thème de carnivore et d'herbivore, qui est le thème central de la série finalement. Et rien que ça, et sans trop en faire, comme je l'ai dit, et qui reste quand même, il reste après ça des scènes très touchantes, notamment celle à l'hôpital, et qui touchantes sans trop en faire. C'est touchant avec des personnages qu'on connaît très très peu. Oui. Ça c'est fort. Donc on aurait normalement rien à foutre parce que ils sont pas importants pour l'intrigue réellement, mais finalement le temps de leur scène, on arrive à s'attacher à eux, et encore une fois, c'est très bien fait. Ouais, du coup, même, je reprends aussi un autre exemple, parce qu'il y en a une flopée, les moments où Pina drague un petit peu, tu sais, drague des herbivores, mais qui se prend quelques râteaux parce qu'il fait des bourdes de gros dragueurs, tu sais, des trucs comme ça. Et les moments où, pareil, où il est tout seul, il monologue un petit peu, il soliloque tranquillement, moi je trouve ça super intéressant, et c'est quelques petites scènes comme ça, mais qui permettent de te faire croire à l'univers. Ouais. Tous les personnages et toutes leurs interactions sont au service de la diégèse de Beastars, je trouve ça super intéressant. Pareil pour par exemple la scène où Juno fait du jardinage avec Haru. Encore une fois, hein, tout ça est mis au service de la dichotomie entre les herbivores et les carnivores, certes, mais ça permet aussi de développer leurs enjeux, ça permet de développer leur caractère.
aussi leur relation entre eux. C'est ça qui est bien, c'est que t'as pas l'impression que chacun vit de son côté, ils sont dans une école, donc forcément, indubitablement, tu croises d'autres élèves, tu parles avec eux, bon gré mal gré, et puis bon, voilà, tu crées quelques amitiés, donc tout ça, c'est assez intéressant. Bon, pour revenir plus à Legoshi et Louis, ils sont du coup de chacun de leur côté une certaine partie du temps. Louis est réintroduit assez brusquement, et ça j'ai bien aimé, il revient d'un coup, tu sais, dans l'école. Tu dirais que Louis il devient quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et à la fin de la saison 1, il avait disparu pendant un moment, et du coup on savait pas trop ce qu'il était devenu. Il y a eu une scène où on voyait, je pense que ça doit être la dernière scène de la saison 1, où du coup on voyait, on était du coup dans la peau d'un personnage qu'on ne connaissait pas, qui marchait dans l'école, et tout le monde le regardait en mode il revient, il est de retour, donc on se doutait finalement que c'était Louis, même si on nous le montrait pas, donc on se doutait qu'il n'était pas mort dans sa lutte contre le Shishigumi, mais c'était vraiment très cool de le voir dès le début, surtout que c'est finalement dans une situation assez surprenante. C'est vrai que c'est surprenant, d'ailleurs t'es un petit peu choqué quand tu le revois. Ouais. Ça, boss du Shishigumi, tu te dis attends mais c'est Louis quoi, tu l'as connu, tu sais qui il est dans la saison en tête, t'as l'impression de voir un pote qui a mal tourné, tu vois un peu. J'aime bien, et donc aussi on voit donc Legoshi et Louis qui se séparent, aussi idéologiquement que physiquement, et malgré tout ils se rejoignent à la fin pour battre de manière hyperbolique Lise du coup, et du coup Legoshi a cette responsabilité à charge, donc qui veut mettre du coup au service des autres, et par contre Louis lui veut se prouver à lui-même qu'il est capable et qu'il peut se tenir tout en haut, tu vois. Ça aussi c'était sympathique au niveau de la dissension entre les deux, et donc voilà ils se rejoignent tous les deux à la fin, d'une manière très très symbolique, quelque peu érotique même, on l'a dit. Voilà, manger la part de quelqu'un, c'est très symbolique, encore une fois, hein. Alors, le respect pour la vie, on en revient à là. En particulier, ce que Louis considère lui-même comme sa malédiction, avec son numéro d'esclave, on peut dire, qui est sur son pied, c'est précisément cette partie-là qu'il demande à Legoshi de lui manger, donc voilà. Je voulais dire aussi, il y a quelques scènes de blagues graveleuses, que je trouve sympathique, tu sais, le moment où t'as Bill et tous les autres là qui sont sur le toit et qui demandent à Legoshi t'as baisé la roue, saut et tout, tu vois, c'était bien. J'ai fait mais alors c'est intéressant, tu sais, ça, encore une fois t'as l'impression que ce genre de scène tu peux enfin c'est très réaliste, tu vois, c'est très palpable. Je trouve que c'est vraiment, encore une fois, t'as pas l'impression que les scénaristes sont déconnectés. Là, scénariste du coup Itagaki qui est déconnecté, la réalité elle sait, elle puise dans son expérience pour proposer quelque chose d'animé en fait. Bah justement, finalement, je pense que si on me demandait ce qui était pour moi l'essence et la qualité principale de Beastars, c'est que, alors ça peut paraître étrange vu dans l'univers dans lequel on se pose, mais très humain, je trouve que c'est très humain. Finalement, c'est un peu bateau de dire ça, mais les rapports entre les personnages semblent vraiment vrais. Les dialogues aussi, il y a une bonne part aussi de cette qualité qui vient des seiyuu qui sont franchement je pense que j'ai eu aucun problème avec aucun des seiyuu dans cet animé, c'est sûr. Ah non, génial. Et franchement je trouve que c'est palpable, on comprend, l'univers est crédible, à aucun moment on est mis en dehors, et c'est très cool. C'est pas factice du tout. Je pourrais même, on pourrait même parler un peu de l'anthropomorphisme global. Voilà, on sait par exemple, là je pense tout de suite à La Fontaine, qui disait je me sers des animaux pour raconter la vérité. Tu vois, là c'est un petit peu pareil. On comprend bien que avoir fait la même chose, enfin si Itagaki avait fait la même chose avec des humains, ça aurait été beaucoup plus banal finalement, quoique très bien écrit, mais voilà, techniquement maintenant on a des genres d'archétypes qui reviennent, hein, le tigre, l'ours, le loup, et tous ces personnages là, le lapin, voilà, bon c'est très symbolique tout ça, mais on comprend bien là où elle veut aller. Également, en fait, il y a énormément de relations. Par exemple, Louis avec son père, la scène extrêmement marquante, hein, celle où on est véritablement dans la tête de Louis au moment où il vise son père avec ce pistolet. Et donc voilà, on a encore une fois, Louis est remis à sa place, parce que c'est vrai peut-être qu'il s'octroie un statut un petit peu trop élevé pour sa condition mentale, et là son père lui dit mais en fait t'es qu'un gamin en fait. T'as beau être le boss du Shishigumi,
reviens me voir quand tu pourras appuyer sur la détente. Ouais, et en plus, ça se fait dans une scène qui s'éternise terriblement, mais dans le bon sens du terme, parce que ça dure quand même, ça dure sur la fin d'un épisode et ça continue sur le début du suivant. Et c'est une situation où en plus Louis lui-même n'est pas à l'aise. Et donc nous, en tant que spectateurs, on se met dans ses pas et du coup, exactement. Et c'est peut-être même l'une des seules situations où il est à ce point, troublé par la situation, même s'il doit faire quelque chose qu'il est finalement forcé de faire. Et donc, cette scène, encore une fois, mais il y a peu de... On l'a dit, il y a quasiment aucune scène qui n'est pas importante. Il n'y a aucun déchet. C'est ça. Et donc cette scène, encore une fois, développe Louis d'une nouvelle manière par rapport à son passé, qui nous était déjà présenté dans la saison 1. Et donc même son père, je trouve, finalement bien développé à travers ça. Une seule scène et pourtant on y croit. C'est ça. Et pour finir sur le point d'orgue, et pas d'orge, oui. Sur le point d'orgue de la saison, qui donc se termine par ce combat, et ben on a encore une fois, et à chaque fois ça tombe pas dans les travers mais malgré le fait qu'on ait une mise en scène incroyable, on va en parler, mais c'est surtout, ça se termine donc sur un dénouement assez humain. Encore une fois, c'est pareil, c'est très rare de voir après, en fait non, c'est pas rare dans la vie de tous les jours, mais c'est rare dans un animé, dans une fiction, de voir, après un combat aussi intense, idéologiquement comme physiquement, une résolution assez humaine en fait. Bon, on s'est cassé la gueule, maintenant c'est fini. Chacun rentre de son côté, il y a de la rédemption, même si c'est indicible, tu vois. Et donc j'ai trouvé que c'est un peu comme un combat de boxe, tu vois, on se met sur la gueule pendant 12 rounds et puis après on est potes. Là ils sont pas potes, mais au moins ils cohabitent. Déjà ils se sont compris. Ils se sont compris, ils cohabitent, ils se comprennent l'un l'autre, ils savent... ils sont opposés idéologiquement, néanmoins ils comprennent la position de l'autre. Et donc voilà, ça se résout par quelque chose d'assez humain, tu sais, d'avoir partagé des choses aussi néfastes soient-elles avec quelqu'un, te rapproche inévitablement de celui-ci. Donc voilà, ce dénouement était très réaliste, le climax était parfait, j'ai adoré quoi. Et justement, on peut peut-être faire la transition, parce que toujours avec cette scène et avec les relations entre les personnages, mais Rizu et Tem, c'est encore une fois une relation très bien développée, sachant qu'en plus, un des deux personnages meurt dans la première scène de l'animé, littéralement, donc c'est fort quand même. Mais t'as l'impression de le connaître. Et c'est ça, et donc ça se fait surtout, bien sûr, avec des flashbacks dans cette saison, après qu'on ait découvert que c'est bien Rizu qui mangeait Tem, et même finalement la raison pour lesquelles il l'a mangé. Il dit en fait qu'au final... Non mais ça va quand même plus loin que juste en fait je suis pas contrôlé. C'est pas l'instinct primitif. C'est ça. Et il y a une vraie relation, et jusqu'à la fin, même pendant le combat, Rizu continue à penser à Tem, et il est même là en train de se dire que du coup, peut-être qu'enfin Legoshi l'a compris quand il pense qu'il a mangé Louis. Et encore une fois, un des meilleurs développements de cette saison, alors que c'est clairement l'antagoniste de la saison, et un mec sympa mort il y a longtemps, enfin au tout début. Et quand même, je trouve que c'est incroyable que même ces personnages-là soient développés de la sorte. Puis pour finir sur les personnages, encore une fois, en fait, tous les personnages sont tellement bien développés que Riz a ses petits moments de vie aussi, où il mange avec sa famille. Et on comprend finalement même sa détresse d'ours, et même ça développe encore l'univers, le fait que, les ours soient trop puissants. Ouais, même aussi, c'est un concept qui est vraiment abordé dans cette saison, le fait que la force des carnivores par rapport aux herbivores, mais les desserts. Qui est très dangereuse. On le voit quand je n'ai parlé tout à l'heure, quand un personnage arrache le bras d'un autre sans faire exprès, c'est même pas l'instinct, là, c'est juste sa force est disproportionnée par rapport à un petit herbivore. Il y a une scène où Riz retient Tem, et en fait tu lui déchires le bras, c'est pareil, il a le bras à moitié en train de pendre à la Andersen, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est un peu, tu fais ah oui, donc là vraiment là c'est même pas la différence de force. D'ailleurs c'est très bizarre au niveau de la physique, parce que du coup techniquement Tem n'a pas la force de tirer plus fort que Riz, donc techniquement il devrait juste faire... C'était bizarre au niveau de la physique ça, mais bon voilà, c'est vrai que c'est aussi très symbolique, globalement on s'en fout un peu de la physique, c'est juste très symbolique quoi. Oui. Bon, on a fini sur les personnages, on aurait pu en parler des heures et des heures, faut se cantonner. Il y a plein de personnes, il y a certains personnages dont on n'a pas parlé beaucoup plus que ça, on aurait pu dire plus de choses de Pina, on n'a pas vraiment parlé de... J'ai peur de faire une faute dans son nom, le panda
Gwyn. Ouais, c'est ça, Gwyn. Et mais voilà, parce on pourrait dire, on pourrait encore en parler plus, mais on est déjà à une demi-heure de vidéo. Voilà, écoutez, on va passer. Du coup, à la direction artistique. Du coup, je vais commencer sur la direction artistique. Au final, un travail très semblable à celle de la saison 1, toujours très soigné, un jeu de lumière, un jeu d'ombre très intéressant, et aussi, surtout, une stylisation très très intéressante, notamment dans les passages dans l'obscurité. J'ai trouvé la retranscription, donc le premier combat entre Legoshi et Elise, quand Legoshi c'est pas qui l'attaque, très très stylisé, avec ces genres de néons bleus, de lignes très très fluides, c'est super beau, et puis à la fin, du coup, dans le tunnel, aussi avec pareil ces mêmes lignes bleues, très très poétique, très très beau à l'image, j'ai énormément aimé le sang qui est super super bien réalisé, les textures on y croit, les scènes chocs, la scène où Lizu se relève après avoir mangé Thème et la gueule ensanglotée comme ça, c'est super beau, on y croit encore une fois, toutes les textures sont super bien retranscrites. Quoi d'autre, ouais, franchement tous les effets spéciaux sont super beaux, y a pas de soucis. Moi voilà, au niveau de la direction artistique, c'est un sans faute pour moi. Bah finalement pareil, je pense que la seule chose que je pourrais dire sur la direction artistique, c'est que ça reprend finalement ce qu'a fait le manga et les idées que Itagaki avait mises dans ses planches, tout en l'adaptant au format animé et intelligemment. Le studio Orange franchement a réussi une adaptation fidèle et en même temps qui arrive à comprendre son médium et à s'adapter et donc à nous sortir des scènes qui seraient finalement pas possibles à remettre sur papier du coup, mais qui restent quand même très fidèles, et donc ça je trouve que c'est très fort. Et donc oui, direction artistique, encore une fois, sans faute. Voilà, du coup, pour appuyer la direction artistique, l'animation, qu'est-ce que tu as pensé de l'animation ? Alors l'animation, il y a toujours des choses à en dire. Alors on était maintenant habitué avec la saison 1 que Beastars est un animé évidemment en CGI, fait par le studio Orange, qui commence à se faire connaître pour sa très bonne CGI, notamment avec Beastars, avec l'ère des cristaux aussi, qui était vraiment très réussi. Et c'est encore le cas finalement, je trouve que la CGI est très bien réussie. Alors peut-être que c'est le fait que ce soit des animaux qui rendent cet aspect aussi réel, on va dire, d'une certaine façon, et bien fait tout simplement. Et je trouve que ça sert très bien les scènes, je veux dire, rien que dans l'épisode 12, même dans tous les épisodes finalement, mais je veux dire, le combat il est ultra dynamique, tu vois, quand Riz prend Legoshi et le balance contre un mur, tu les sens les dégâts, et c'est juste assez bien retranscrit. Mais du coup, donc, pour la mise en scène, on parle juste après. Mais non, mais je veux dire, l'animation et la 3D fait qu'on ressent vraiment les coups, on ressent vraiment... ça c'est vraiment palpable, hein, encore une fois. Ouais, clairement, et puis les combats, les moments un peu pugilistiques, les moments à main nue, le moment où Legoshi met des coups à Riz, l'impact, on le sent. Et c'est ça, on sent tout ça. Aussi, moi j'ai trouvé sincèrement que tu sais, même les moments de vie, les moments un petit peu slice of life, un petit peu plus posés, au final font pas tâche. Et c'est ça le problème, c'est que souvent par exemple par la CGI, du coup souffre de beaucoup de controverses, qui avait fait des gros dégâts, hein, notamment j'ai Berserk en tête là, qui avait fait grand bruit. Mais c'est vrai que globalement, t'es jamais, en fait, souvent en CGI, moi en tout cas de mon expérience, il y a forcément un moment où je fais même si globalement c'est beau, il y a un moment où tu fais tu sors un peu de l'immersion. Là j'ai jamais été sorti de l'immersion. Non, et puis vraiment, la CGI permet une amplitude de mouvement, et puis je veux dire un enchaînement beaucoup plus rapide que si on était sur une key animation avec des intervalles. Donc pour moi c'est pareil, l'animation tu peux limite la placer tout en haut. Enfin pour moi c'est vraiment génial. Après c'est pas un animé à grande démonstration, mais pour moi ça fait clairement le job. Pour moi, ce qui est très fort, c'est que ça arrive à se détacher du manga et à avoir son propre style, alors que le manga est quand même très stylisé. Le trait de Paru Itagaki fait du coup très crayonné, et c'est vraiment un trait que j'aime beaucoup, et ça peut paraître dommage finalement de pas retrouver ça en version animée, même si au final on le retrouve dans l'ending, c'est vrai, mais finalement on n'arrive pas à le regretter tant que ça, parce que ça a son identité propre, et
ça semble beaucoup plus fluide, alors que le trait de Itagaki aurait donné une ambiance assez différente à l'animé. Mais on arrive quand même à retrouver ce trait, notamment lors de scènes clés. Du coup, moi j'ai retenu, parce que du coup c'est la plus récente que j'ai vue, le sourire de Legoshi dans l'épisode 12, qui ressemble vraiment, on sent que plus que le modèle 3D utilisé d'habitude pour Legoshi, là en plus il est de face, donc ça aide, et du coup il n'y a pas beaucoup de dissonance par rapport aux autres scènes, mais on sent que c'est l'adaptation d'un dessin précis d'Itagaki qui est utilisé, et donc justement pour toute cette bonne utilisation de la CGI, moi je trouve que avec les travaux du studio Orange, je suis assez optimiste finalement. Je me dis que peut-être que le futur de la CGI n'est pas si sombre que ça. Voilà, c'est une très belle touche d'espoir. Oui. Donc pour passer tout de suite à la mise en scène, on va faire rapide. Oui. La mise en scène est très très intéressante. Alors déjà, notamment au niveau des combats, il y a la mise en scène, donc la caméra qui s'affole d'un coup. Tu vois, c'est très 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 brusque. Dès que le combat, donc il y a face à face, dès que le combat s'engage, boum, la caméra souvent se plaque un petit peu au sol, tu vois, donc tu suis Legoshi, mais comme si c'était une sorte de rongeur, tu sais. Tu vois des mouvements tellement titanesques, tellement dantesques, que ça en devient vraiment plaisante, et l'immersion est terriblement efficace. Autre chose aussi, j'ai trouvé que Riz était terrifiant. Oui. Notamment, donc forcément, il est terrifiant parce que déjà, il a ce genre de... Ce double visage là qui est très très flippant, et surtout aussi par la mise en scène autour de Liz qui est très 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 intéressante. Déjà j'avais vu dans le manga le moment où il gonfle ses muscles devant Legoshi pour... Il arrache le plafond là, il griffe le plafond. Ouais. Et ce moment là tu te dis mais en fait moi j'étais optimiste pour Legoshi, je me dis Legoshi il est fort, j'aime bien, et tu vois depuis le début il défonce tout le monde, easy. C'est un grand loup fort, on nous le présente comme ça. Voilà, et là il est impuissant, Riz il est terrifiant, le truc titanesque, le truc est énorme. Du coup tu te dis non mais là vraiment là j'y crois. Là vraiment j'ai peur pour Legoshi, et même les moments où tu te dis il va le battre, tu vois. Mais en fait il est tellement puissant l'autre, les moments où il fonce face caméra, tu sais, où il fonce vers Louis. Tu te dis, il va le bouffer, tu vois Louis comme ça. Alors surtout qu'on a cru comprendre, alors qu'il a ses raisons de réfléchir comme il fait, mais Rizou d'une certaine façon, il peut être assez instable finalement. Et donc ça le rend encore plus flippant. Du coup, quand on voit exactement, et donc quand la mise en scène nous renforce toute cette idée, c'est fou. Voilà, c'est vraiment excellent. La mise en scène sublime vraiment tout ce qu'on a dit depuis le début. Parce que forcément, pour moi, un bon animé ne va pas sans une bonne mise en scène. Quelque chose de trop plat et de trop stérile, forcément, manque de panache. Passons tout de suite au son, aux dimensions sonores, auditives. Alors, globalement, je te laisse commencer, écoute, sur le son, les OST, l'opening d'ailleurs. Alors, déjà, les OST sont très très sympas et nous mettent très bien dans l'ambiance, mais bon... je vais quand même commencer avec... J'ai pas trop retenu les OST, moi, personnellement. Ah, moi, il y en a certaines, je saurais pas les redonner comme ça, mais que j'entendais, que je reconnaissais, et que je trouvais assez très adapté aux scènes. Et je pense que, là, c'est vrai que du coup, j'en ai plus forcément en tête, mais en réécoutant la BO sur YouTube, je pense que ça peut être très sympa, parce qu'en tout cas, c'était des OST de très bonne qualité, et déjà, si elle passe partout, j'ai envie de dire, c'est finalement une qualité. Parce que du coup on est clairement pas sorti des scènes avec les OST, et comme on l'a dit, on est vraiment dans les scènes, on est vraiment pris. Donc ça veut dire que même si on n'en a pas forcément conscience, le travail du son est là. Et l'opening du coup est incroyable. J'aime beaucoup l'opening, j'aime beaucoup l'ending. Déjà de base, avant que cette saison ne sorte, j'aimais beaucoup YOASOBI. En tant que groupe, et donc le fait en plus de l'entendre dans un opening et un ending, et les deux en plus, j'ai trouvé ça très agréable. Et puis en plus niveau musical, c'est incroyable, même au niveau du graphisme, hein. J'ai parlé vite fait de l'ending tout à l'heure, mais les graphismes de l'ending et de l'opening fonctionnent très bien. Mais bon, là du coup on est sur le son. Et franchement, l'opening, je l'écoute encore maintenant, l'ending aussi. Donc maintenant, YOASOBI fait de l'excellent boulot, hein. Comme on disait juste avant l'émission, il y a une voix qui colle extrêmement bien au support animé. C'est ça. Moi, j'espère presque l'entendre sur
sur d'autres animés, et puis même sur Beastars saison 3, parce que là maintenant on a eu l'opening et l'ending, les clips sont très intéressants aussi, donc moi j'ai envie de continuer à entendre YOASOBI sur les autres. Et ce qui est encore plus fort, c'est que Beastars saison 1 avait quand même beaucoup marqué aussi avec son opening. Et du coup, ça arrive, bon, pas à nous faire oublier l'opening, mais quand même, ça arrive à le mettre de côté. C'est-à-dire qu'il est meilleur. C'est-à-dire que, oui, mais c'est ça. En fait, c'est-à-dire que on commence Beastars saison 2, on a vu la saison 1, on se dit putain, l'opening a marqué quasiment tout le monde. Et on se dit comment ils vont faire plus fort que ça. Et ça aurait été facile, finalement, enfin facile. Et il y aurait pu avoir un opening beaucoup moins original et qui secoue moins que celui qu'on a eu avec la saison 1. Et au final, on regrette pas finalement le premier. Non, c'est vrai que les deux se complètent bien. L'opening pour moi en tout cas est très très bien rythmé. Je le passais jamais. Très entraînant. Il y a un jeu de couleurs aussi. Bon, on est moins sur le son, mais sur l'opening en général, jeu de couleurs qui est très harmonieux. On a un rouge très très cinglant qui rappelle beaucoup, l'aspect bestial qui est bien développé, et aussi quelques plans intéressants, notamment un plan subjectif où Haru court derrière Legoshi qui lui tient la main. Et puis après, on se rend compte que Legoshi court après lui-même au final. Et donc, c'est encore une fois très symbolique. Hein, les personnages au final se battent contre leurs propres désirs, internes, et aussi de manière extérieure, comme on l'a dit, face à d'autres qui ne partagent pas leur manière de voir le monde. En tout cas, tout ça a été très très intéressant, énormément de sentiments différents dans l'opening qui se bousculent beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'ending, d'ailleurs sorti par YOASOBI, en complet et génial. Très mélancolique. Et en fait, j'ai limite l'impression que l'opening l'ending en lui-même développe encore la relation Ibuki Louis, rien qu'avec l'opening. Ça intègre à la diégèse, c'est une limite. C'est ça, alors qu'au final ça représente une scène en fait on comprend réellement l'ending à la toute fin, parce que ça c'est une scène de l'épisode 12. Et c'est très fort, et donc à la fin on se rend vraiment compte de ce qu'on nous montrait. Et non, cet ending, encore une fois, niveau son, c'est génial. Et niveau visuel, ça se marie très bien avec du dessin sur papier. En plus, on retrouve, donc, comme je l'ai dit, le style de Paru Itagaki. Donc, opening et ending, encore une fois, finalement, un sans faute. Voilà. Pour finir, rapidement, le plaisir qu'on a ressenti devant l'animé. Non, mais alors là, on est dans quelque chose de... Je veux dire, qu'est-ce que tu ressentais, toi, quand tu devais lancer ton épisode de Beastars le jeudi ? Alors, est-ce que j'ai besoin... maintenant, ça fait 45 minutes qu'on parle, donc j'imagine que vous avez un peu compris. J'étais heureux à chaque fois de lancer mon nouvel épisode, surtout que, comme j'avais pas lu le manga, je voulais savoir ce qui allait se passer, parce que c'est très entraînant, comme on l'a dit plein de fois. Ouais. Et donc vraiment, plaisir, évidemment, un énorme plaisir. Comme je l'ai dit, un des meilleurs saisonniers pour moi. Et j'en ai vu quand même quelques-uns, mais Beastars reste quand même dans le haut du panier. Et donc, un plaisir immense. Voilà, justement, moi je trouvais que on a vraiment besoin de ce genre de récit, de ce genre, de s'évader, notamment dans ces temps qui sont vraiment difficiles pour l'imaginaire. Heureusement qu'on a tous ces récits qui, c'est une ultra bateau, mais qui nous transportent, hein, voilà. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est bête, mais c'est vrai que c'est hyper important. C'est les moments où on peut s'évader tranquillement le jeudi après les cours. On regarde l'épisode de Beastars, ça nous enveloppe dans une sorte de bulle pendant 20 minutes. On a vu quelque chose de techniquement bien fait et d'émotionnellement fort. Et on a juste hâte d'attendre, de voir la saison 3. Moi vraiment, c'est quelque chose que j'attends fortement. Je sais pas si j'arriverai à me retenir de lire la suite avant la saison 3. À mon avis, la saison 3 sera peut-être encore différente si jamais j'ai lu avant. Je verrai en fonction. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Justement, j'ai tellement de trucs à acheter, que... C'est pour ça. Mais en tout cas, l'envie. L'envie, c'est très rare d'ailleurs, pour le souligner. Et voilà. Donc finalement, l'animé fait bien son taf. Fait excellent. En tant qu'adaptation, excellent. On a envie d'acheter le manga et finalement, est-ce que ce serait pas le principal ? Si. C'est l'ultime visée. Et voilà. Moins de 50 minutes, incroyable. Incroyable. Il fallait speeder un petit peu, désolé. En tout cas. En même temps, il y avait énormément de choses à dire sur Beastars. On aurait pu encore faire longtemps. Oui. Mais voilà, les formats longs ne marchent pas sur YouTube, tout le monde le sait. Mais bon, comment veux-tu traiter Beastars dans un format de 7 minutes, quoi ? Ah ouais, c'est compliqué. J'en connais un qui peut le faire, mais on va pas le citer. Bref.
On est content en tout cas d'être, si vous avez tenu jusque maintenant. J'imagine que si vous êtes fan de Beastars, vous avez écouté tout ce qu'on a à dire. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce 2e numéro du Point d'Orge. Et je tiens à préciser que la violile était très bonne également. Vraiment. On rappelle qu'il y a une histoire de bière dans cette émission. Elle est à 8,5, la violile. Il faut la boire tranquillement. Oui, parce que si, c'est ce qu'on a fait. Parce que si on voit flou pour parler de Beastars, ça va être compliqué, puisque là, il faut bien maîtriser le sujet. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, surtout on se rapproche dangereusement des 50 minutes, il faut faire moins. Voilà, merci. Du coup, merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine pour le prochain Point d'Orge. Et voilà. Et ciao. merci de nous avoir suivis. Salut.